Bienvenue à tous pour cette vidéo sur les nouveaux business models. Oui. Pour vous, pour nous, pour le monde. Alors, tu vas nous amener dans un terrain inconnu, Philippe, ou comment on va faire? Parce que c'est tellement vaste tout ça. Oui, donc effectivement inconnu et en même temps connu parce qu'on est entouré de tous ces business models. Il en existe plein, ça fleurit à gauche et à droite. La seule chose, c'est que c'est souvent un morceau de ce qu'on pourrait estimer être un business model intégralement durable, en tout cas ou écosystémique. C'est pour ça que j'ai rédigé un peu les 7 dimensions de ce qu'on pourrait appeler un business qui est vraiment systémiquement durable. Et donc, les 7 dimensions qu'on voit ici, ben, trop souvent, quand vous observez des projets, quand tu observes des projets qui émergent, ben, ils ne sont qu'en partie en fait durables. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment de faire en sorte qu'on puisse développer toutes ces dimensions dans les différents business. Ben, en même temps, tout en démontrant leur viabilité économique, puisque c'est quand même aussi ça l'objet, c'est de pouvoir le transformer. Est-ce qu'il faut cocher toutes les 15? Pas tout de suite, évidemment. Mais à un moment donné, on devrait aspirer à pouvoir aller se rapprocher le plus possible de ces différentes dimensions. Ben, c'est clair que certains projets vont plutôt privilégier plusieurs dimensions, mais il en faut quand même au moins plus qu'une ou deux. Mais à partir de 3-4, on commence déjà à avoir quelque chose de solidement ancré dans quelque chose de vraiment nouveau et d'impactant, avec probablement aussi une viabilité économique augmentée. Ça, on va y revenir, oui. Mais le passage d'un business model de papa vers un business model, on espère, de nos enfants, de la nouvelle économie, combien ça va coûter, combien de temps ça va prendre, ça fera l'objet, je ne sais pas si on pourra l'adresser tout ça dans cette vidéo aussi, mais ça sera vraiment cette intelligence économique qu'on va devoir tous développer sur le terrain, hein, de façon progressive. Donc, je propose que nous nous lancions. Oui, mais donc, ici l'idée c'est de se poser la question de savoir, tiens, premièrement un business model, un nouveau business model. Alors encore une fois, pour certains de nos auditeurs, ça va sembler familier parce qu'ils vont se dire, mais ça on fait déjà. Par exemple, dire que c'est efficient, ça veut dire qu'on va utiliser au maximum les ressources et les actifs dont on dispose, plutôt que de les gaspiller. Ça va de transformer un produit A en produit B avec un rendement de 100%, à pouvoir occuper un espace, le faire occuper à 100% de son temps, plutôt que prenons la voiture qui n'est utilisée que quelques pourcents dans la journée, et puis elle est garée quelque part, c'est de dire comment est-ce que je peux... une personne dedans, voilà, 4, ce bâtiment-ci par exemple, qui est occupé pendant les heures de bureau, et le soir et le week-end est vide, voilà. C'est de la sous-utilisation. Exactement, donc quand on parle d'efficience, c'est vraiment à ce niveau-là, c'est tant de transformer une matière A, une matière B sans sous-produit, c'est vraiment le meilleur déchet est celui qui n'existe pas, et l'autre, c'est, comme tu viens de le dire, comment on peut en fait occuper le plus possible, en fait, augmenter l'usage de manière la plus importante possible des biens et services dont on dispose, quoi. Donc selon les études, le collaboratif au niveau des ressources permet de faire 80% de ce qu'on a besoin avec 1/5 des ressources. Ouais. Donc vous imaginez l'efficacité est en moyenne 20% au lieu de 100%. Donc il y a de la marge de progrès. Et donc on voit bien aussi qu'un propriétaire de bien, s'il arrive à le rendre multi-usage, ça lui fait aussi de multiples sources de revenus possibles. Donc c'est du gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on réduit la quantité de biens matériels nécessaires pour arriver à certaines fonctions, et en même temps, pour celui qui en a l'usufruit, c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant pour lui. Okay. Donc ça, on le montrera pour les différentes dimensions. C'est à la fois win par rapport au fait qu'on va adresser des challenges sociétaux majeurs grâce à cette approche-là, mais aussi win pour la personne qui va se lancer dans un projet entrepreneurial qui va se focaliser sur ces dimensions-là. Donc à cette efficacité, c'est pas la même chose que l'efficience, c'est aussi l'efficacité et l'efficience des gens. Oui, tout à fait. À combien de pourcents est-ce que nous mettons nos talents au service de la mission vision? C'est combien? 10%, 20%, 50%, c'est pas beaucoup, hein. Donc là aussi... Sans parler des talents qui sont pas du tout utilisés ou gaspillés parce qu'ils sont dans des jobs qui en fait... qui les emmerdent et où ils ne peuvent pas exprimer leur plein potentiel. Donc tout ça c'est là. Okay. Donc c'est quand même
Parce que vous allez voir, là, c'est beaucoup de sujets à la mode, mais celui-là, on l'oublie trop souvent. C'est par là que ça commence. Après, on va se dire, tiens, la circularité, c'est-à-dire de boucler les flux de matière, les flux d'énergie, Les flux de les flux de connaissances, toute la circularisation qui va consister à, si on produit, entre guillemets, des choses qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas utiliser en entreprise, est-ce qu'une autre entreprise va pouvoir en bénéficier? Donc ça, c'est la circularité, la fameuse économie circulaire, mais au sens large du terme. Et donc là, c'est soit au sein d'une entreprise, soit développer justement la collaboration et la coopération entre différents acteurs d'un territoire pour justement boucler les flux de matière sur un territoire. Donc très connu, très à la mode, mais aujourd'hui c'est très circulaire, c'est encore très fort associé aux déchets, voilà, pour boucler la boucle des ressources. Alors que la circularité pourrait très bien être la circularité de la connaissance, comme par exemple les seniors qui pourraient être mis dans une boucle d'apprentissage, mais également les juniors qui peuvent faire du reverse mentoring. On a beaucoup de choses à apprendre de nos enfants aussi. C'est aussi le public qu'on va faire travailler avec le privé, qu'on va faire travailler avec l'académique, on va connecter les dots plus de façon transversale. C'est tout ça, c'est plus que circulaire, c'est vraiment un réseautage en fait, voilà, de ressources tangibles et intangibles. Oui. Et là, une des grandes nouveautés, c'est qu'on va adresser, en tout cas de notre côté, de l'économie aussi beaucoup plus connecter de façon circulaire les ressources intangibles, les réseaux, les communautés, les connaissances, les raisons d'être des différents acteurs pour qu'on puisse connecter entre eux les parties prenantes, voir la vidéo sur les alliances stratégiques. Donc, troisième élément, c'est la fonctionnalité. Donc, un business va être fonctionnel, c'est-à-dire qu'il va proposer une fonction plutôt qu'un produit, un service qui n'est qu'une matérialisation de ce qu'on pense être une réponse correcte à un besoin ou à un enjeu. Donc, c'est à dire désormais, on ne va plus vendre un morceau de plastique ou un morceau de métal, mais plutôt la fonction qui l'accompagne, c'est-à-dire si j'achète un ordinateur, pourquoi je le fais? Donc je ne te vends pas un ordinateur, je te vends un accès à développer ton talent en écrivant un livre, par exemple. Donc ça pourrait être un ordinateur, mais tout à fait autre chose. Donc ça réinvente complètement la raison d'être d'une entreprise et qui va se focaliser sur la fonction ou les fonctions que les personnes recherchent. C'est une manière de dématérialiser aussi la relation entre répondre à un besoin et la manière d'y répondre, puisque, encore une fois, il n'est pas nécessaire probablement à chaque fois devoir répondre à un besoin par du matériel. Par posséder la ressource tangible. Exactement, c'est ça, donner accès. Voilà. Et en y donnant accès, on contribue à augmenter l'efficience. Vous allez voir, c'est interconnecté, puisque typiquement, quand vous voyez les voitures partagées, c'est clairement du fonctionnel. Je te donne accès à une mobilité, et cet accès-là, on le fait au travers de biens matériels qui sont partagés au travers des différentes personnes qui ont le même besoin. Comme le coworking, également, il y a plus de services autour, vous n'avez pas à les courir derrière les services de nettoyage, les services de chauffage, de technique, tout est dedans, et on vous donne un ticket payant. Voilà. Et donc d'avoir cette réflexion systématique à chaque fois qu'on est dans son projet entrepreneurial, de dire, mais en fait, quelle est la fonction en fait que je suis en train de vouloir... Où est-ce que je crée de la valeur? Où est-ce que je crée de la valeur? Et de se dire, tiens, à ce moment-là, comment est-ce que je peux en fait développer quelque chose qui va vraiment donner accès, plutôt que de donner quelque chose pour que la personne à qui je le vends devienne propriétaire de quelque chose qui n'est pas nécessaire. Donc typiquement, vous pouvez avoir des services énergétiques où vous allez donner accès à des calories plutôt que de devenir propriétaire d'une chaudière. Donc tout ça, on est dans de la fonctionnalité. De nouveau, win-win. Win, parce qu'on va de nouveau mutualiser des biens matériels pour pouvoir proposer cette fonction. Donc on dématérialise, et donc là, impact positif sur la planète. Win aussi pour l'utilisateur ou le client, parce qu'en fait, il va avoir un service rubis sur l'ongle, parce que l'entrepreneur aura tout intérêt à ce que cette fonction soit zéro défaut et surtout quasi zéro intervention, et donc quelque chose de nickel, super efficace et ne nécessitant pas des interventions trop importantes de sa part, parce qu'à chaque intervention, c'est du coût et donc c'est forcément un impact sur son compte de résultat. Donc, de nouveau, win-win-win. Le quatrième,
notre nature, notre belle nature, notre planète, près de 4 milliards d'années de laboratoire, donc déjà tout testé. Donc, aller chercher l'inspiration dans la nature, comment elle fonctionne, comment les écosystèmes et les acteurs dans l'écosystème naturel collaborent entre eux. C'est toutes ces dimensions-là dont on a tout intérêt à s'inspirer pour pouvoir développer nous-mêmes des solutions. Nous avons cette idée de principe, Oui. aller chercher les principes là où ils sont, parce que dans la nature, par définition, ce sont des principes naturels qui sont, par définition, durables. La progression du vivant, par exemple, la progression d'un champignon, la progression, la croissance d'un arbre, le fonctionnement d'un écosystème, la mutation chenille, papillon. Il y a un nombre incalculable d'exemples, d'archétypes, de principes qu'on peut trouver dans la nature ou dans le corps humain. Oui. Alors, fonctionnement d'un corps humain, Oui. hein, avec tout, c'est quelque part quand on dit, il y en a certains qui ont dit que Dieu a fait l'humain à son image, donc on a des choses à apprendre. L'humain est un système parfait qui s'auto-gère, qui s'auto-guérit. Donc on peut aussi s'inspirer de vraiment... Mais 2 exemples pour l'être humain. Il y a des boîtes qui ont travaillé, par exemple, pour la concentration de CO2, simplement en s'inspirant sur la membrane de nos poumons, puisque effectivement, nous séparons l'oxygène du CO2. Et donc là, il y a... L'autre exemple, c'est qu'on a dans notre sang une enzyme qui transforme le CO2 en bicarbonate. Et au Canada, ils se disent, tiens, on va développer un procédé enzymatique. Tout ça, ça se passe à température ambiante, à pression ambiante, et donc c'est aussi l'inspiration technologique que peuvent apporter ces phénomènes, enfin ces phénomènes, en tout cas ces solutions de la nature, parce qu'elle fait ça sans nécessairement, et en utilisant essentiellement un seul solvant, l'eau. Donc alors que nous, on a développé des mécanismes, effectivement probablement pour augmenter le rendement et la capacité à produire en masse un produit, mais retourner là, c'est une source inépuisable, et quand on dit biosourcé, c'est aussi de se dire comment on va progressivement passer d'un système de fabrication de nos biens matériaux basés sur l'énergie fossile vers quelque chose qui est basé sur effectivement les ingrédients naturels qui existent. Et donc là, c'est tout ce qu'on appelle la bioraffinerie et tout le système de synthèse qu'il est possible de faire pour produire plus ou moins les mêmes biens en moins grande quantité puisqu'ils seront moins nécessaires, mais autrement qu'en s'appuyant sur une ressource qui est en train de s'épuiser. Avec 100% d'efficacité, Oui, 0% de déchets. Donc Oui. il y a du progrès. Et nous sommes, Philippe, au début, Oui, là oui. au tout début. Donc il y a Oui. une marge de progression fantastique. Donc c'est pas parce que toutes les universités du monde travaillent sur ce sujet aujourd'hui qu'il n'y a pas de marge de progrès. Combien d'exemples on n'a pas du petit Indien dans le Tamil Nadu qui a inventé une façon de... Eh bien, c'est aussi peut-être pour vous, et osez plonger, osez vous promener en forêt, de vous inspirer, soyez curieux, allez renifler, respirer, toucher, observer, et vous allez trouver des choses à faire en vous inspirant. Donc, jusqu'à présent, rendre nos processus matériels et immatériels hyper efficaces, circulariser, que ce soit de manière matérielle et immatérielle, fonctionnaliser, donc prendre du recul, donc se déconnecter de la matière et de se dire à quoi voulons-nous donner accès quand on développe notre activité, et l'inspiration de la nature. Le 5e, qui est parfois trop souvent oublié, c'est il doit être inclusif. Inclusif, ça veut dire tant au niveau de l'abordabilité de ce qu'on propose, et que ce soit être abordable au plus grand nombre de personnes, et pas uniquement à certains privilégiés. Inclusif aussi sur sa chaîne de valeur. Inclusif voulant dire qu'on a un partage de la valeur et de la richesse qui soit juste entre les différents acteurs qui sont sur la chaîne de valeur. On peut appeler ça commerce équitable, même si le commerce équitable c'est juste être un peu plus juste que le business classique, mais l'inclusif c'est ne pas oublier les personnes vulnérables, c'est ne pas oublier qu'une chaîne de valeur c'est aussi une valeur partagée au travers de ces différents acteurs qui contribuent à justement générer les solutions et les services que vous proposez. Alors, l'inclusivité, ce n'est pas du tout un mot neuneux à la mode parce que les pauvres malheureux. Hein. On passe d'un modèle aujourd'hui
où on va essayer d'acheter chez le fournisseur le moins cher possible, vendre le plus cher possible pour accumuler un maximum d'euros. Non, c'est en fait ouvrir le système et faire entrer dans son système à tes souhaits. Oui, évidemment. Vous avez vu la réaction chimique réaction chimique, c'est de faire entrer dans son système un maximum de parties prenantes qui vont faire fonctionner tout ça de façon plus harmonieuse et de profiter également de la perception collective de chacun. Donc ça va ajouter à l'efficience, hein, d'ouvrir le bac à sable à des services publics, des PME, des pensionnés, des jeunes, des gens à qui on ne discute jamais. Hein. C'est l'arbre, c'est le pommier qui va discuter tout à coup et s'asseoir avec sa petite abeille pour garantir, pour être sûr qu'il revienne l'année d'après. Donc, inclusion vraiment hyper important. C'est pas dans, excusez-moi, mais c'est pas dans la culture aujourd'hui. Non, hein. non, clairement. Il faut savoir, c'est que c'est un vrai seuil. Hein. Ah oui, non, mais c'est notre truc, on ne va pas partager ça avec ces gens-là. Eh bien, c'est précisément ces invités mystères, ces gens-là. Excuse-moi, je t'interromps, mais là, vraiment, il y a des préjugés à casser. Et préjugés à casser aussi sur la capacité à pouvoir développer des solutions qui puissent être abordables pour tous. Hein. Les gens se disent non, mais ça, c'est pas possible, on va pas pouvoir faire un business ou une activité économiquement viable si on le propose il y a des solutions, on peut avoir des tiers payeurs, on peut imaginer plein d'options. Et donc derrière ça se cache une série de modèles économiques qui peuvent rendre votre modèle inclusif, accessible à tous et inclusif ici également au travers, en termes de participants au développement de vos solutions. Un exemple d'école, c'est la microfinance. Hein. Oui. Ici en Occident, les grandes banques qui veulent se donner bonne conscience, ça leur coûte des millions. Allez voir, peut-être là où vous ne voulez pas aller voir, je vous entends penser, c'est dans les pays du tiers-monde, les pays émergents, en Inde, la microfinance, c'est 40 millions de femmes qui se réunissent tous les jours, toutes les semaines, avec ce qu'ils ont gagné la semaine d'avant, et la semaine d'après, voilà, cette fois-ci, la dame qui dit, voilà, cette fois-ci c'est pour ton vélo ou ta machine à coudre. Et taux de remboursement 99,99%, overhead cost, frais fixes, 0. Oui. Hein? C'est aussi dans ces pays-là que vous avez des services de santé avec des prix différenciés et qui sont tout à fait acceptés par les personnes qui font appel, de haute qualité, hein, j'insiste, en Inde, où les personnes plus fortunées se disent oui, c'est normal que je paye plus que quelqu'un qui... Mais pour accéder à la même qualité de service. Donc ce n'est pas deux systèmes de santé, un pour les riches, un pour les pauvres, en se donnant bonne conscience, en disant oui, mais on a une sécurité sociale derrière qui fait que tout le monde paye le même prix, mais n'a pas accès aux mêmes services de qualité. Donc là, derrière, l'inclusion, c'est pas uniquement donner l'aumône et dire tu y as accès aussi, c'est accéder à la même qualité de service ou de solution. C'est proche de la circularité. Oui, c'est pas que la société crée du déchet humain, excusez-moi, mais quand même. Et donc, du coup, on va se racheter une bonne conscience. Donc, on inclut, on circulalise les gens qui sont... Dès le départ, on réfléchit à comment on va arriver à faire ça. Et donc, quand on en discutait tout à l'heure, Michel, de se dire, bah oui, idéalement, une entreprise va travailler sur ces 7 dimensions. Et c'est clair que certaines, parce qu'elles sont difficiles, sont parfois mises de côté. Mais je pense que le vrai challenge de vraies entreprises écosystémiques peuvent arriver à faire ça, et encore une fois, j'insiste, sans nécessairement se dire qu'elles vont se remettre en difficulté économique. Hein. Attention. Au contraire, parfois. Oui, oui, tout à fait. Hein. Coopératif et collaboratif. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les systèmes de pair à pair, le fait que on va désintermédier certains projets en se disant, mais on peut très bien créer des communautés d'acteurs qui ne sont pas des acteurs économiques groupés, mais des individus, des citoyens, qui vont en fait mettre ensemble leurs talents, mais aussi leurs économies, et peut-être dans des coopératives par exemple, pour développer des solutions ou développer des services en mettant à disposition leurs talents et leurs expertises ainsi en route. Donc les systèmes pair à pair, c'est vraiment les systèmes qui vont augmenter la collaboration, et encore là aussi, le fait que vous catalyser la mise en place de ce genre de système mérite d'être... c'est une source de revenus aussi potentielle, et
comme peut-être certains d'entre vous sont en train de le dire, oui, mais en fait, ce qu'on peut développer, nous, comme business, c'est, en fait, chaque dimension est une source de revenus potentiels, en fait. Hein? C'est pas choisir ça, ça, ça ou ça, ou avoir une solution qui fait tout ça ensemble. Non, je peux avoir certaines solutions qui sont dans cette direction-là, en effet, et celle-là est une autre, c'est de créer un écosystème qui va en fait être riche pour l'ensemble de ces acteurs et donc être valorisable par vous, sans révéler des secrets. Il y a un magasin à Bruxelles qui rassemble différents acteurs d'économie circulaire, qui est en train de se poser la question, comment est-ce que je peux stimuler les échanges entre les personnes qui sont dans mon magasin. Donc les entreprises sont dans mon magasin, qui sont des acteurs de l'économie circulaire et qui auraient peut-être avantage à peut-être à collaborer ensemble, mutualiser des ressources, voire même utiliser des sous-produits de l'un pour sa propre... Et donc, l'idée, c'est que là, ce magasin-là va stimuler la coopération et la collaboration entre des pairs, et donc comme ça apporter une valeur qui parfois est sous-sous, argent, mais aussi loyauté, fidélité, ancrage dans un territoire, et donc vraiment garder en fait cet écosystème vivant et engagé par rapport à un projet comme ce magasin. Donc coopération, collaboration, et c'est vrai que les coopératives sont en train de fleurir à gauche et à droite, parce qu'il y a un vrai besoin de se dire on veut en fait porter un projet ensemble, soit en se retroussant les manches et en y allant, soit en mettant un peu de nos économies dans un projet qui fait sens. Et alors le dernier, c'est la relocalisation. Là, ça veut tout dire, hein, donc c'est raccourcir les circuits, c'est faire en sorte qu'on puisse, dans le plus possible, essayer d'activer tout un réseau d'acteurs locaux pour pouvoir développer la solution que l'on a. Alors j'ai bien dans la mesure du possible, parce que ce n'est pas tout le temps possible, mais encore une fois, très souvent aujourd'hui, les personnes se disent « Non, non, mais moi, t'oublies, quoi. Dans le textile, c'est l'Asie, point barre. Sinon, ça va coûter trop cher. » Il y a déjà des contre-exemples hein, de relocalisation, les Fab Labs, avec un fichier informatique, vous pouvez faire imprimer à droite ou à gauche dans le monde la pièce qui a été dessinée de l'autre côté du monde. En créant des circuits courts et en désintermédiant, il y a moyen de gagner sur le transport, sur le temps, sur la customisation des solutions, et donc du coup, et sur la qualité aussi, et là maintenant c'est l'entretien ultérieur, c'est la relocalisation qui est la clé. On le voit maintenant dans l'agriculture, de plus en plus, on commence à le voir dans l'industrie, parce que grâce à la robotisation aussi, qui permet de relocaliser pas mal d'industries. Donc ça c'est évidemment, à long terme, ce qu'on voudrait, c'est de produire localement le plus possible. Au travers de micro-usines, voilà, ou de micro-unités de transformation que permettent les technologies émergentes. Un petit retour là, parce que j'ai oublié peut-être d'avoir... Ça c'est tout aussi ce qu'on appelle l'innovation ouverte. C'est-à-dire de dire, je ne connais pas tout, je n'ai aucun intérêt à garder ce morceau de savoir pour moi. J'ai tout intérêt à aller solliciter le reste de la planète entière, où se trouve probablement 99,9% du savoir, et probablement quelqu'un qui pourrait m'aider. Mais à partir de ce moment-là, ça veut dire que je mets à disposition. Alors, encore une fois, pour les gens qui ont été abreuvés de propriété intellectuelle, de brevets et autres, ça va être compliqué. Au niveau de la culture, ça va être compliqué, mais il existe plein d'exemples. À Google, par exemple. Voilà, exactement, où ils travaillent en fait en licence ouverte, en se disant que je ne peux être que nourri et enrichi, et sachant que moi-même, je maximise en tout cas l'épanouissement de mes talents, je ne peux que bénéficier en fait de l'apport de l'extérieur pour pouvoir continuer à grandir et à développer de nouvelles solutions. C'est parce ils essayent d'aller là qu'effectivement on peut se permettre là. Si vous êtes en train de traiter votre personnel comme un chien et que en fait vous savez que vous utilisez leur talent, vous n'allez jamais oser aller là, parce que soit ils vont partir, soit vous allez vous faire dépasser par le premier entrant venu, parce que voilà, vous n'avez pas optimisé en fait humainement et du côté immatériel en fait tout ce que vous auriez pu faire avant. Donc important, la collaboration c'est aussi ouvrir au monde, et c'est aussi ouvrir justement la collaboration et l'innovation avec d'autres acteurs,
en essayant de passer au-delà de la crainte de se dire oui mais s'ils volent mon idée et qu'ils le font à ma place. Non, parce que il ne faut pas avoir peur, c'est la vraie ressource aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat, c'est la gestion de projet, c'est pas l'argent, c'est pas l'idée. Les idées sont déjà là, en fait. On pense qu'on invente la roue, mais il y a plus d'idées que de personnes capables d'amener à bout un projet qui répond à tout ça. Donc c'est là votre valeur, de traverser par itération, avec rigueur, pour aller créer du multi-cash-flow, des solutions locales, inclusives, voilà, etc., etc. Donc c'est là la ressource. Il faut beaucoup mieux ouvrir et profiter justement de cette intelligence collective inclusive que d'aller garder son petit projet de son côté et essayer de réinventer la roue dans son coin. C'est encore une autre forme d'ego qui va évidemment rien solutionner. Et donc, au travers de, de ces 7 points-là, le petit exercice que vous pouvez faire dès le départ, c'est de vous dire, tiens, mais par rapport au projet, où j'en suis, quel est, en fait, sur une échelle de 1 à 10, qu'est-ce que mon projet contient en termes de dimension d'un business model systémique durable? Est-ce que efficient, ben oui, moi, tout est transformé de A en B, donc là je suis 10 sur 10. Circulaire, ben oui, forcément, j'ai encore, ouais, je dirais à 8 sur 10. Fonctionnel, pas du tout, je suis en train de vendre un produit au kilo, donc je suis à 0 sur 10. De vraiment faire le point là-dessus, et de vous dire, tiens, où sont mes forces, mais aussi là où je peux potentiellement développer de nouvelles choses qui vont me permettre justement d'avoir cet impact multidimensionnel, tout en ayant la possibilité de générer en fait de nouvelles sources de revenus également pour moi, tout en ayant un impact encore démultiplié par le fait que j'aurais développé d'autres dimensions moins prises en compte jusqu'à présent. Attention, Michel vient de le dire, par itération, focalisez-vous sur certaines choses et allez jusqu'au bout des choses pour en faire des solutions qui tiennent la route, mais en vous disant, mais après, je vais passer à ça, à ça. Donc ça peut vous aider à vous faire votre feuille de route à très long terme pour dire, voilà, aujourd'hui c'est là-dessus que je vais travailler, demain c'est là-dessus, et plus tard ce sera là-dessus. Et à un moment donné, votre vision, c'est de se dire, ben oui, j'aurais effectivement mis en œuvre l'ensemble des dimensions dans le cadre de ma raison d'être et des solutions que je souhaite développer. Voilà, gros morceau, et en plus ce n'est que le sommet de l'iceberg. Oui, parce que là derrière, vous avez plus d'une centaine de modèles économiques qui se cachent là derrière. L'économie digitale, l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, etc. etc. Donc on n'aura jamais fini d'en inventer l'économie jaune, l'économie bleue, l'économie mauve. Voilà, à chacun de développer son modèle par itération, et donc humblement progresser comme ça. Et si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin, il est possible, effectivement, et ça ce n'est possible qu'au travers d'un atelier présentiel, c'est de pouvoir alors stimuler en fait votre exploration de ces 7 dimensions-là au travers d'un jeu de cartes qui va vous permettre de découvrir justement la presque centaine de modèles économiques qui se cachent derrière ces 7 mots-là qui s'affichent sur le papier ici. Voilà, Michel. Voilà, Philippe. We did it. Oui, on l'a mis plein la vue. Voilà. Donc, pas peur, ça c'est on vous ouvre complètement les chakras, quoi. Hein. C'est de dire, voilà, il y a un terrain de jeu énorme, et avec ce que vous savez très bien faire, il est possible de vraiment optimiser l'impact de votre projet pour en faire un vrai projet systémique, écosystémique. Voilà, voilà. Bonne chance. Bonne chance, bon amusement.